Bienvenue dans le lab oratoire de Dawila Sami, le podcast qui ose déployer son leadership. C'est en prenant la parole que l'on prend sa place. Et c'est dans le partage que l'on réussit sa vie. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce 6e épisode autour de l'art oratoire. Bonjour Dawila, comment vas-tu ? Bonjour Sophia, salam à tous, que la paix soit sur vous et autour de vous, je me sens toujours en joie, ça n'a pas changé quand je suis dans ce podcast. Et toi, comment tu te sens ? En pleine forme. Super. Chers auditeurs, êtes-vous prêts à découvrir comment votre corps peut devenir votre meilleur allié pour exprimer vos idées ? Prenez des notes, car nous allons vous dévoiler les secrets d'un langage corporel puissant. De la position de vos mains aux micro-expressions, découvrez comment votre corps peut amplifier votre message. Votre corps ne parle pas seulement avec des mots, il exprime aussi vos émotions et vos intentions à travers une multitude de signaux non verbaux. J'ai pu lire que 90% de notre message est d'abord vu, puis entendu et ensuite compris. Dawila, qu'est-ce que mon corps te dit ? Alors, une chose est sûre, c'est que le langage non-verbal ne sait pas mentir. Alors, être congruent est nécessaire. Effectivement, plus de 90%, certains disent 96% de notre message est d'abord vu, ensuite il est entendu, et c'est qu'après qu'il est compris d'un point de vue cérébral. Ok ? Quand on voit entrer une personne dans une pièce, avant qu'elle prenne la parole, elle est silencieuse. Donc son corps devient un outil de langage, un outil de communication. Et le premier son qu'il va sortir, c'est une voix, une tonalité. Cette voix-là va donner le tempo et va nous donner l'envie d'écouter le fond. Donc c'est pas tant ce que vous dites qui est important, mais c'est comment vous le dites. Et la science du langage non-verbal, la science du langage corporel, appelée également, en tout cas c'est un pan de cette science-là, la synergologie consiste à faire parler votre intériorité à travers votre corps. Donc la congruence est de mise. Le public c'est un animal très intuitif. Si l'orateur n'est pas sincère dans ce qu'il dit, il se fiera à ce qu'il voit et à ce qu'il entend. Partage-nous justement ce que le corps peut nous dévoiler. Tu me posais la question sur toi. Donc là, tu es assise confortablement sur une... Vous la voyez pas, moi je la vois. Donc elle est assise dans un fauteuil. Donc tu es plutôt détendue, la tête légèrement sur le côté. Donc tu es dans l'attente de ce que je vais te délivrer. Exact. Si je devais donner quelques précisions sur ta posture, et elle a les deux mains comme ça, pour ceux qui sont sur YouTube, les deux mains posées sur les extrémités du fauteuil, donc tu es dans une posture d'accueil. Et oui, forcément. Incroyable. Est-ce que ça te parle ? Complètement. Alors, bien évidemment, c'est un volet très important, c'est une science qui est nouvelle, qui a été... L'inventeur est Philippe Truchet, donc c'est un Français qui a épousé une Canadienne, donc il est très très connu dans le milieu. Il est aussi docteur en sciences cognitives, donc ça lui donne une certaine légitimité. Ok, maintenant c'est une science contemporaine, donc elle est récente. Donc bien évidemment qu'il faut des années pour vérifier la véracité de tout cela. Donc je vais beaucoup nuancer. Je ne vais pas rentrer dans les étiquettes du style lorsqu'on croise les bras, on est fermé. Non, ça peut être quelque chose de très confortable. Moi, parfois j'ai froid. Et pourtant, j'ai toujours entendu cette information. Eh bien, ça dépend des doigts. Ça dépend si les doigts sont fermés. Ah. Si les poings sont fermés comme ça. Ok. Donc, il y a des signaux d'alerte, il y a un warning, mais ensuite, il va falloir... Moi, pour avoir été formée, je ne suis pas synergologue, hein, c'est très important. Il n'y en a que 500. Ok. À peu près dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui. C'est une science qui prend 3 ans. Par contre, j'ai été formée, j'ai été outillée, j'ai suivi des formations par Linda Vandal, Olga Siesko, mais je n'ai pas cette compétence, ce n'est pas mon métier. Oui. Par contre, c'est une compétence que j'ai acquise à travers des formations qui m'aident énormément dans le cadre de mon travail. À décrypter. Voilà, à décrypter et surtout à m'aligner, à me synchroniser durant les négociations, durant les réunions, durant le management. Il y a des informations. Alors, ce n'est pas une science de manipulation ou c'est pas une science pour prendre l'ascension. C'est une science pour... Pas prendre l'ascendant sur l'ascension. Ouais, J'ascensionne au-dessus.
Ouais. Voilà. C'est pas une science pour intimider silencieux. Dominer l'autre. Exactement. Moi, je le vois vraiment comme un outil de connexion qui me permet de me réajuster pour devenir inspirant. C'est-à-dire que si je vois que la personne en face de moi est fermée à travers sa gestuelle, si lorsque je prends la parole, je me rends compte que la personne croise les jambes au moment où j'exprime une idée, bon, je suis pas dupe. Je sais que là, il y a quelque chose qui s'est fermé. Il suffit qu'en même temps, donc ça c'est le premier signal, d'accord ? En même temps, elle croise les bras, en même temps, elle ferme les poings, en même temps, ses yeux vacillent, en même temps, elle cligne des yeux. Ça fait quand même beaucoup de signaux qui vont me donner de l'information. Donc c'est à moi de me réajuster. Tu vois ? Donc moi, ça me donne de l'information, non pas pour la juger, mais pour aller me questionner moi et me dire, ok, qu'est-ce qui fait que dans mon comportement et dans ce que je viens de dire, j'ai déclenché chez elle ce comportement. Et donc je vais me réajuster, comme on en avait parlé en négociation durant l'épisode précédent. Je me réajuste, je redescends et j'offre une autre posture et peut-être même d'autres mots. Est-ce que tu vas pouvoir aussi nous expliquer comment se réajuster tout en restant constant dans notre propos, en tout cas, et ne pas se laisser emporter par justement ces tics de langage ou ces réactions en face. C'est pour moi l'objectif d'un leader inspiré. Pour devenir inspirant, se former à ces outils-là. Après, on parlera de l'IA, parce que l'IA est formée à ces outils-là quand même. Je t'expliquerai après. Donc, pour pouvoir, quand on se forme à cela, l'objectif est de co-construire des relations saines. D'accord ? Donc, si tout le monde se formait au langage corporel, donc au langage silencieux, okay, on serait tous en capacité de s'intéresser à l'autre. Une personne qui ne parle pas, elle se prive de sa matière grise. Elle prive sa matière grise, elle prive le monde de sa matière grise. Oui, c'est ce que tu nous expliquais dans l'épisode précédent. Voilà. Et ça, il faut être en capacité de le voir. Mais si tu n'es pas formé et que tu juste constates qu'une personne en réunion ne prend pas la parole, tu vas juste peut-être penser qu'elle est timide. Mais peut-être que dans la réunion, il y a des comportements d'intimidation qu'il faut absolument taire. Quand je parle de comportements d'intimidation, je parle de comportements silencieux. Je parle de langage corporel silencieux, d'intimidation. Et si on ne les arrête pas immédiatement, ces comportements, cette posture silencieuse d'intimidation se transforme en harcèlement. Je l'ai vu en entreprise. Très pertinent. Je l'ai vu en entreprise. Il m'arrive souvent d'intervenir dans certaines collectivités. Et donc, voilà, c'est pas la panacée en France, que ce soit dans le système éducatif. Il y a énormément de choses à faire dans ce volet-là, de l'enfance, dans l'éducation nationale. Et donc, il y a les éducateurs qui sont sur le terrain. Et puis après, il y a les instances au-dessus qui donnent des ordres. Et donc, parfois, durant les réunions, d'accord, il y a des conflits. Ok, il y a de l'ego, mais à tort ou à raison, on n'est pas là pour dire qui a raison. Mais à ce moment-là, moi, je vois des comportements silencieux d'intimidation. Et là, je les tais. En tant que consultante, quand j'interviens dans ces structures-là, je suis obligée de dire, là, pour que l'autre personne puisse s'exprimer, il va falloir absolument que tu mettes en silencieux ce comportement d'intimidation qui n'est pas visible par l'oralité, qui n'est pas vocal. Mais je suis désolée, une personne qui te prend de haut comme ça et qui te regarde avec un air très menaçant, cela peut créer chez certaines personnes de l'intimidation. En tout cas, ils le subissent comme une intimidation et un harcèlement. Si on n'a pas les outils en face, on se tait. Et la parole devient muette et on prive le groupe d'une intelligence. Donc voilà, ça c'est notre rôle en tout cas quand on intervient comme ça dans ce genre de processus d'évolution. Donc il y a forcément, effectivement, le processus de calmer l'écosystème, mais moi je vois, et parfois c'est pas conscient. Et tu peux du coup déceler les tensions au sein d'une équipe. Oui, très rapidement. Les désamorcer aussi. Oui. Ok. Bien sûr, il suffit qu'une personne dise, en tout cas exprime une idée, tu sens quelque chose qui s'est passé dans l'invisible. Là. La voix au niveau du corps. Tout de suite, il y a des personnes qui vont se fermer, il y a des visages qui vont se crisper, il y a des poings qui vont se serrer. Dans la manière dont les gens vont prendre la parole, ils vont ouvrir les mains. Les mains qui s'ouvrent comme ça, c'est parce qu'il y a une tension qui peut montrer qu'il y a une colère. Pas forcément, tout le temps, attention, remettez en question tout ce que je dis. Le but, c'est pas de nous mettre dans des cases, d'accord ? Moi, l'idée, c'est vraiment de vous pousser à utiliser cet outil comme un moyen de créer, de co-créer des relations fraternelles et justes, saines, ok ? Moi, c'est mon quotidien, je le vois. Donc, d'ailleurs, on voit certains politiques, ils sont complètement stoïques. T'as vu, ils posent leurs mains comme ça.
Sur le Et pupitre, voilà. les mains jointes. Les mains jointes, parce que, bon, peut-être qu'ils ont appris par cœur un discours mensonger. Peut-être. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. On n'est pas là pour juger, d'accord? Dans la synergologie, le but n'est pas de juger. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, je vois que la personne a besoin juste d'ancrage, qu'elle a besoin de sécurité à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a certains orateurs qui ont besoin, parfois, de mettre leurs mains dans le pupitre, sur le pupitre. Oui, ils attrapent le pupitre de part et d'autre. Ça leur permet de se renforcer dans leur tonicité dorsale. Ah, ok. Ok. Donc, je sais que tu pourras me poser des questions sur certains tics de langage, certains mouvements, parce qu'il y a plusieurs mouvements. Il y a le corps qui bouge, qui veut prendre de l'espace, parce que la Souvent, stabilité... c'est les mains aussi. Les mains sont le langage du cerveau. Alors, si on reprend un petit peu là dans l'ordre, donc là, tu nous as expliqué très clairement que notre posture est une vitrine pour notre message. Si on aborde la partie tic de langage dans un premier temps, donc lorsqu'une personne prend la parole, bon, déjà, on va parler un petit peu donc tout ce qui est verbal, même si on va parler du corps, les alors parfois ça m'arrive de le faire, même en podcast. Moi aussi, Désolée aux auditeurs qui entendent mes parfois un peu trop présents, les voili-voilou. Tu sais, en fin de réunion, la personne qui est un peu stressée, voili-voilou. Du coup, en fait, au final, tu vois, tous ces petits tics de langage, ça, est-ce que tu vas pouvoir nous les décrypter, s'il te plaît? Et ensuite, on viendra sur la partie gestuelle, où on va rentrer en détail sur le positionnement des mains, les mains jointes devant, les mains aussi derrière le dos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La position du dos. Les personnes qui ont le dos un petit peu recourbé, qui agrippent du coup les pupitres, comme on le disait, dès qu'il y a un pupitre devant eux. Partage-nous un petit peu ton expertise sur tous ces tics. Alors, effectivement, tu vois, là, je viens de faire exprès. Effectivement. Alors, là, je viens de faire 3-4 tics de langage. Donc, le fait de constamment mettre des donc, c'est encore une fois pour combler certains silences. Ah oui. Tu te rappelles? Ouais. Ok, voilà. Et puis le précédent. Voilà, et là, je fais exprès. Voilà. Alors, pourquoi ne pas remplacer le voilà par un silence? Parfois, pour introduire un sujet, lors d'un pitch ou d'un speech, donc un pitch c'est court, un speech c'est plus long, ok, je vais me dire ok. Pourquoi mettre ok? Je fais exprès, je suis en train de rajouter des tics de langage en conscience. Okay. Pourquoi encore ok? Moi j'ai un tic de langage, c'est on est d'accord? Je dis souvent ok, on est d'accord? Tu vois, c'est juste pour me rassurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Comme j'ai une pensée qui va très très vite, j'ai besoin de savoir si en face ça percute vite. Ok, on est d'accord ou pas? Ok. Donc je vais chercher comme ça la validation pour vérifier si je peux avancer ou pas. Okay. Je viens de le refaire. T'as entendu? Ouais. Ok. Là, ça y est, on va devenir des snipers. Alors le but, c'est pas non plus de faire attention parce qu'après, tu perds tout naturel. Ouais, t'imagines dans un rendez-vous amoureux? Bien sûr. Dans un rendez-vous, un date, ouais. t'es là, attends, alors faut que je fasse attention à ça, faut pas que je dise ça. Mais en fait, t'es tellement sur toi que t'es plus dans la relation. Ouais. Donc le but, c'est pas ça. C'est plutôt de co-créer, de se dire, ok, c'est normal, il a un tic de langage, peut-être qu'il n'est pas à l'aise. Comment moi, je m'adapte pour le mettre à l'aise? Tu vois? Donc c'est plutôt te donner de l'information pour créer une relation confortable. Ouais. Et c'est agréable. Voilà. Là, je viens de faire encore un voilà. Pourquoi rajouter un voilà? Pourquoi ne pas rajouter je reviens au premier point, je passe au second point? L'être humain a besoin de structure dans toute sa vie. C'est comme un enfant, il a besoin d'éducation. Moi, je vois souvent en début de sujet, quand les orateurs prennent la parole sans technique, ils vont commencer un sujet par donc. Donc. Mais donc est une phrase que l'on met en conclusion. Donc, c'est pour aller directement à la fin d'un propos, pour le clôturer. C'est une fonction de coordination de base. Oui, donc voilà, c'est-à-dire que c'est la suite de quelque chose. On ne peut pas commencer un propos par donc. Ouais. On est d'accord. Mais où est donc Ornica? On ne peut pas commencer. Ok. Donc du coup, on va constamment remplir des vides pour nous éviter d'être en relation avec nous-mêmes. On fait du bruit et on remplit du vide par du bruit. Donc, je viens de le refaire. Donc là, ça va aller parce que c'est une suite logique par rapport à mon argumentaire. Il y a un plan de pensée. C'est pour ça qu'il est important et on en parlera au prochain épisode, mais de construire un parcours de pensée qui permet de structurer un propos par une accroche, d'accord? Ensuite, par une problématique, ensuite par une solution, par l'illustration via des exemples, et clôturer clairement en mettant en mouvement le public. Dire
alors, donc, tout ça là. Voilou, Ok. voilou. Voilou. Voilà. Ce sont des brouillons à l'oral. C'est comme si tu écrivais sur un papier et que tu gommes. Ouais. Mais à l'oral, tu ne peux pas gommer. Ouais. On est d'accord. Ouais. C'est pour ça que l'oral, c'est un entraînement au quotidien. L'écrit, tu peux le récupérer. Tu peux faire une marche arrière. Bien sûr. Dans l'oralité, généralement, quand tu fais une erreur, c'est pas la peine de t'excuser. Hein. Continue d'avancer. On fait les erreurs nous-mêmes. Hein. Professeur d'art oratoire, on fait parfois l'erreur de... Pardon, excusez-moi. D'ailleurs, c'était Rachida Dati, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais me permettre cet exemple, qui au lieu de dire inflation, va dire un autre mot. Ah oui. Voilà, ok. Bon, est-ce qu'à un moment, elle s'excuse? Non, pas du tout. Elle continue son argumentaire. Ouais. Tu te rappelles de cet Ouais, épisode, ouais, voilà. ouais. Donc elle le dit, et comme si de rien n'était, le fait qu'elle continue son argumentaire fait qu'on va oublier son erreur. Donc en tant qu'orateur, même si vous faites des tics de langage, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce n'est pas grave. Et même quand la langue fourche, On continue. on continue. Le fait de s'arrêter, excusez-moi, pardon, on en a, à un moment donné, ça va venir accentuer, mettre de la lumière sur ce tic de langage. Complètement, c'est vrai qu'après on focalise. On focalise sur l'erreur. Exactement. Donc on continue, il n'y a pas de marche arrière. En art oratoire, il n'y a pas de marche arrière. Ce qui est dit est dit, on ne peut pas dire excusez-moi, je reviens, on ne peut pas aller sur copier-coller, couper, c'est pas possible. Sauf si tu es en incohérence totale avec ce que tu voulais dire. Oui, si Voilà. l'idée, elle n'est pas claire. Quand l'idée de fond n'est pas claire, tu reprends avec les mots au niveau de la forme. Mais là, je parle vraiment d'une Oui, une problématique faute de fond. langue, grammaticale Voilà. ou autre, on enchaîne. On revient toujours au silence. C'est qu'on a la croyance que remplir le vide est plus agréable pour le public. Or, on est d'accord qu'un silence a plusieurs vertus. Le silence a la vertu de pouvoir digérer les informations. Le public en face peut les digérer. Surtout quand on est face à un public d'experts. Il y aura peut-être beaucoup de chiffres, beaucoup de concepts qui font que le public en face a besoin de temps mort pour réorganiser ce qu'il vient d'entendre. Donc, le silence est d'or, encore une fois. Au lieu de combler par des donc, voilou-voilou. Hein, le voilou-voilou est censé... Quand une personne qui dit voilou-voilou, c'est parce qu'à un moment donné, elle se sent plus du tout stable, quelque part. Donc, elle a besoin de se raccrocher à des mots mignons. Hein, c'est un peu l'enfant qui essaie d'attirer l'attention parce qu'il n'y a pas de retour en face. Ah oui. Ok, donc on va aller rechercher avec des mots mignons comme ça une espèce d'approbation. Alors qu'on pourrait tout simplement remplacer le voilou par « Est-ce que vous avez des questions ?» Si vous en avez, je reste à votre disposition. Je vous invite à me les poser entre telle heure et telle heure. Et je serai ravie de vous répondre, ou à m'envoyer un email ou à voir avec mon assistante, qu'importe. Là, je reste dans le domaine des affaires. Oui. Mais en général, même avec des amis, c'est pareil. Hein. Ça va, est-ce que ce que j'ai dit est clair ou pas? D'aller chercher en fait le sentiment, le ressenti qui est vécu durant l'échange. Ok. Il y a aussi, tu vois, moi je suis beaucoup dans le type de langage. Ok. J'ai besoin de te voir faire ça pour pouvoir continuer. Si tu me dis ok, il y a forte chance pour que le public aussi puisse suivre mon. Pour le moment, on te suit. On me suit, parfait. L'autre question, c'était quoi, Sophia? Je t'ai parlé des tics, donc de langage, le voili, voilou, etc. Du coup, en fait. Et ensuite, la partie gestuelle. Oui. Les mains jointes, les mains derrière le dos, le corps qui tangue à gauche, à droite. Ce besoin permanent de bouger pour occuper l'espace. Et on n'arrive pas à rester statique. Oui. Alors, il y a plusieurs écoles en art oratoire. Moi, celle qui m'a le plus, touchée, qui a le plus résonné en moi, c'est l'école d'art oratoire de Stéphane André. J'en ai fait énormément des écoles, j'ai été formée par beaucoup de pionniers dans le domaine et d'experts, vraiment reconnus. Mais celle qui m'a le plus parlé, moi, c'est l'idéologie de l'école d'art oratoire de Stéphane André, qui, lui, prône une posture stable. D'ailleurs, pendant les TEDx, je suis également coach TEDx, j'accompagne les coachs à pitcher leur discours pendant un TEDx, ils ne doivent pas bouger, ils sont autour d'un tapis. Oui. Le tapis est rond. Oui. Donc, le mindset de TEDx, c'est pareil. Donc l'idée, c'est de rester stable. Et ce qui doit donner du mouvement, c'est la voix. Ce qui doit donner du mouvement, c'est le regard. Le regard est censé rester branché constamment avec le public, de manière aléatoire, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et la voix est censée se synchroniser avec l'état de mon public. Parfois, ma voix, le rythme donc on appelle ça la prosodie. D'accord ? La prosodie, c'est un ensemble de choses comme le rythme, le silence, la tonalité, l'accentuation, l'élocution, l'intonation. Tout ça
va permettre de donner une musicalité à ton discours. Et c'est ça qui donne du mouvement et de la vie. C'est pas ton corps. Pourquoi ? Un public a besoin d'un confort. C'est une loi fondamentale en art oratoire. Il a besoin d'écouter son orateur comme s'il était dans une pièce de théâtre. Il a besoin de voir l'orateur dans une posture stable. Si l'orateur dandine passe d'un point A à un point B, qu'est-ce que va faire l'orateur ? Qu'est-ce que va faire le public ? Il va être perturbé. Il va suivre le mouvement. Voilà. Et du coup, il va perdre la connexion avec les mots, avec ce qui est dit. Donc, pour mieux transmettre, pour mieux servir le message, pour moi, et ça c'est ma croyance, et encore une fois, remettant en question ce que je dis, la posture de tonicité dorsale, où l'orateur est stable, permet de fluidifier son propos. Il est en harmonie, il est vertical, c'est la posture du elif. Que l'on retrouve d'ailleurs dans le texte sacré du Coran, où Dieu va comparer la parole à un arbre. Et il dit que plus un arbre est enraciné, et plus la ramure s'élance vers le ciel, de manière isomorphique, symbolique. Un tronc d'arbre, c'est droit. Pour que les racines soient fermes, les racines fermes, l'arbre ne peut pas tanguer. Et plus les racines sont fermes, plus c'est enraciné, mieux c'est nourri, plus il reçoit de l'eau, la molécule d'eau, plus tu reçois de l'eau, et plus tu es en capacité d'offrir. Plus tu es riche à l'intérieur de toi, et plus tu peux offrir. Mais si à un moment donné, ça vacille, et que l'orateur est constamment en mouvement, ça va venir parasiter. Ça vient desservir le message. Ça dessert complètement le message. Essayez, moi je vous invite à regarder un orateur stable. Vous verrez par exemple De Gaulle qui était stable, qu'on soit d'accord ou pas avec les positions, d'accord ? De Gaulle était quelqu'un de très stable, Malcolm X était quelqu'un de stable quand il prenait la parole, Martin Luther King aussi, Mitterrand aussi, l'émir Abdelkader, de ce qu'on disait de lui, pareil. Quand on entend les descriptions de certains prophètes, ils étaient stables. On a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était tout en haut d'une montagne, en haut d'une montagne, tu dandines pas. Pour donner du coffre à ta voix, tes cervicales, oui, mais aussi tes cordes vocales doivent être stables. D'ailleurs, excusez-moi, observez une chanteuse d'opéra. Vous ne la verrez jamais chanter assise. Elle a une posture très verticale où son port de tête est vers le ciel. Relevé, Voilà, ok. Donc tout ça pour dire que la meilleure posture quand tu prends la parole, et quand tu es en capacité d'être debout, il y a des grands orateurs qui sont sur chaise roulante, mais quand tu as la possibilité d'être debout, maintiens tes charnières, sois solide, sois cet arbre qui offre des fruits. Pour répondre à la question de la verticalité. De la posture. Et alors, tous ces outils-là, on peut, je suppose, parfaitement les utiliser dans nos relations professionnelles, mais également nos relations personnelles. Oui. Que ce soit avec nos enfants ou avec nos proches. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que la synergologie, la science, la lecture des éléments internes via le corps, c'est une compétence que l'on a acquis dès la naissance, à l'intérieur du ventre de notre mère, in vitro. Un enfant de 0 à 2 ans, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais il l'observe, il ne parle pas encore, mais il ressent si tu vas bien ou pas. Ouais. C'est nous, l'adulte, qui défendons cette compétence. C'est-à-dire qu'au lieu de lui dire la vérité, lorsqu'un enfant ne nous voit pas en forme, au lieu de lui dire « oui, effectivement, je ne me sens pas bien, mais ce n'est pas de ta faute », qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui mentir. « Non, maman, ça va bien ». Donc en fait, lui-même, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va réprimer ses émotions et il va modéliser ce qu'il voit chez ses parents. Donc aujourd'hui, moi, je suis assez étonnée qu'en 2024, notre humanité ait un niveau d'expertise en digital, mais très peu en termes de sciences comportementales, en termes de langage non verbal. Okay ? Quand tu vois les IA, l'intelligence artificielle, je travaille avec l'IA bien évidemment, c'est un soutien incroyable, on est d'accord. Mais est-ce que tu sais que dans les aéroports, les intelligences artificielles, l'IA, a la capacité de décrypter les micro-expressions d'un être humain pour vérifier s'il est terroriste ou pas. En gros, c'est ça. S'il est dangereux et menaçant, bien évidemment. Donc, les IA sont éduqués pour décrypter et lire les micro-expressions chez l'être humain et détecter, du coup, son langage émotionnel. Menace. Oui. Et nous, en tant qu'humains, nous ne sommes pas en capacité de le faire. Je trouve ça quand même assez
assez drôle, pour ne pas dire d'autres mots. Selon toi, il faudrait qu'on soit éduqué dès l'école. À cette science. Oui, complètement. Pour moi, c'est de l'art oratoire, tout ça, parce que c'est une posture physique qui est d'abord vue par le public quand il entre sur scène. Et même les gouvernements, en tout cas les politiques qui nous gouvernent, entre guillemets, devraient aussi, de toute façon, ils sont tous conseillés par des personnes, alors je ne sais pas s'ils sont tous synergologues, mais ils sont forcément accompagnés par des experts en langage non verbal, puisqu'ils ont 5 minutes, 3-4 minutes pour exprimer une idée et pouvoir mobiliser tout un peuple. Donc le langage non verbal représente plus de 90% de leur message. Je pense qu'ils sont quand même conseillés. Tu as toi-même accompagné Oui, j'ai accompagné certains élus, effectivement, et bien évidemment, je les invite à prendre soin de leur posture non verbale, non pas pour manipuler leur public, mais pour qu'ils soient en capacité d'incarner son personnage d'élu. Et un élu est censé incarner la confiance. Donc on va travailler ce qui peut trahir un manque de confiance en lui, non pas pour manipuler le public, mais pour travailler son intériorité et être digne d'honorer cette fonction. Ok ? Moi, je le vois souvent en formation. Il y a des femmes, des hommes qui ont une petite voix ou qui ont les épaules renfrognées. Oui. D'accord ? Qui parlent avec la main parfois... en triangle vers le bas. En triangle vers le bas. Bon, c'est la soumission, excuse-moi. C'est je vais te dire ce que... Encore une fois, remettant en question, c'est générique, tout ça. Et aller faire des recherches. Oui, il y a des recherches. Renseignez-vous. Moi, le but de ces podcasts-là, c'est aller vous renseigner, taper synergologie, etc. Formez-vous, etc. Vous venez à la CDLU de respirer, même si on est full, c'est pas grave. Mais quand je suis comme ça vers le bas... Donc le triangle vers le bas pour ceux qui n'ont pas accès à YouTube. Qui n'ont pas accès à YouTube, voilà, clac, vers le bas, ici. Eh bien, c'est OK, je vais te donner ce que tu veux entendre. OK. En tout cas, c'est la science de l'observation, d'accord, aujourd'hui des humains, fait que c'est ce qu'on peut constater. Maintenant, on n'est pas là pour juger et dire « Ah oui, en fait, elle n'a pas de caractère ». Non, peut-être qu'à ce moment-là, c'était nécessaire. Et c'est OK. Le but, c'est pas de juger les intentions. C'est très important. Oui, attention. Parce que il y a une très mauvaise compréhension. Moi, quand je me suis formée, j'appelle ça un peu la science du profilage. Au début, même mon mari, c'était une menace. Je regardais ses yeux, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, c'était ma famille, j'étais devenue presque psycho, j'avais une psychose de chaque geste, la main gauche, la main droite, tu rentres dans une paranoïa après. Tu rentres dans une paranoïa. Oui, mais heureusement, les formateurs nous disaient, maintenant, en fait, le but, c'est d'être naturel et de co-construire. Donc, c'est ce que moi, en tout cas, j'enseigne. Ce sont des outils qui nous permettent d'entrer dans le monde de l'autre pour créer des relations saines. C'est très important. Humaines. Moi, je crois vraiment, j'ai foi en l'humanité. Et j'ai la croyance qu'il suffit d'une personne dans une pièce qui a la conviction que chaque autre être humain de cette pièce porte du bon pour faire changer pour créer les intérêts d'un ce public. Point de bascule. Oui. Alors, il y a deux choses. Je voudrais que tu nous redécrives. Donc, tu as parlé des mains jointes vers le bas, donc comme une flèche vers le bas. Je voudrais que tu nous parles de cette flèche qui va aussi à l'horizontale. Certains, les mains ont parfois les mains jointes à l'horizontale. Tu sais, parfois, on voit même des politiciens faire ça. Quand ils parlent, les mains sont jointes et sont à l'horizontale. Ensuite, les mains vers le haut aussi. Oui. Ça. Et ensuite, j'enchaînerai avec une autre question autour de l'harcèlement. Oui. Tout à fait. Ah oui, alors déjà les mains, comme je disais, c'est un peu la partie visible du cerveau. C'est ce qui nous met en mouvement. Oui. Ok. Donc quand je suis comme ça, ok. Donc les mains jointes. Les mains jointes vers le haut. Triangle vers le haut. Moi, ça m'arrive souvent de le faire. Je vais expliquer pourquoi. Ouais. Moi, parfois, quand on pose une question et j'ai la réponse, mais je ne peux pas répondre, je fais ça. Ah. Ouais. Alors ça, c'est quand moi j'ai un kiff un peu has-been, c'est d'observer les débats, les négociations et les politiques quand ils parlent en retirant le son. C'est un kiff. Voilà. Chacun son kiff. Il y en a qui aiment regarder les séries Netflix. Moi, c'est mes séries. C'est ton sous-titrage à toi. Oui, c'est ça. Ouais, j'adore. Parce que le langage non verbal dit beaucoup plus que les mots. Et donc, je ne sais pas si, par exemple, si je vous parle de... Je sors un peu des mains, mais on va dire... de second tour, premier tour, je ne sais plus, entre Le Pen et... entre Marine Le Pen et... précédentes élections. Oui, voilà. On voyait bien un Macron qui était comme ça, avaché sur sa chaise. Il avait la main sur son visage. Ouais, ça fait la une de pas mal de journaux. Voilà, avaché. Bon, voilà, on sait ce qu'il pense. L'emmerdait royalement d'être là. Puis on avait en face une posture beaucoup plus verticale. D'accord ? Donc on voyait très bien qu'à ce moment-là, on avait même l'impression qu'il perdait son temps et que de toute façon, c'était déjà gagné. Face à Marine Le Pen. Face à Marine Le Pen. Ouais. Là, il a gagné d'ailleurs, ok ? Bon. Angela Merkel,
si vous observez un peu sa gestuelle, une femme très dans la verticalité, elle a un sacré leadership, Angela Merkel. Vous verrez que quand elle parle, elle a beaucoup les mains au-dessus. Alors, il faut savoir qu'il y a une centaine, il y a à peu près 350, 400, langages non corporels. Imaginez. Donc là, je vous en donne, c'est juste pour un peu s'amuser, ok ? Ouais. Donc, quand vous voyez un politique ou quelqu'un qui a les doigts réunis vers le haut, quelque part, c'est la croyance que j'en sais plus que toi, j'ai plus de connaissances que toi, je me mets au-dessus. Ok. Donc, quand je te pose une question et que tu as les mains dans cette position, ça y est, tu as déjà la réponse. Quand tu poses une question et que je suis comme ça, alors, mettons l'idée, c'est est-ce que je vais me dire, non mais attends, pour qui se prend-elle ? Mais elle se prend pour qui celle-là ? Elle croit qu'elle sait tout. Mais je suis désolée, Angela Merkel, de par sa fonction et son statut social et la logique de pensée qu'elle incarne, elle a plutôt intérêt à en savoir plus que son peuple. On est d'accord ? Donc c'est tout à fait légitime, il n'y a pas de mauvais ou pas. Ok, c'est important. Oui. Oui, il n'y a pas de mauvais geste. Il n'y a pas de mauvaise intention derrière le geste. C'est ça. Surtout ça. On ne les connaît pas, mais parfois c'est nécessaire. Si on voit quelqu'un faire ça, quand c'est ton enfant de 3 ans qui fait ça, bon, tu peux remettre en question l'intention, mais quand c'est un homme de pouvoir, en tout cas, ou une femme de pouvoir qui fait ça, bon, quelque part, elle a la bonne intuition de le faire. Son corps la précède. Ok ? Quand le même geste est orienté vers l'horizontalité, comme ça, ok ? On pourrait penser, et encore une fois, c'est que des suppositions, parce qu'il y a d'autres signaux, ok ? Il va y avoir une posture de connaissance en co-création. C'est-à-dire que on sait la même chose. D'accord. Donc on peut passer de ce geste-là à celui-là. Ok. Tac, tac. Donc vers le haut, doigt vers le haut, puis voilà. Doigt à l'horizontale. Voilà. Il y a aussi une autre gestuelle avec les mains, comme je disais, c'est les doigts qui sont vraiment tendus en fait. Quand tu as les doigts tendus, c'est que tu es tendu. Enfin, tu vois. Et tu sais, quand tu te mets en colère, instinctivement, tu fais pas ça. Oui, il y a tes mains qui se tendent. Oui, tu as besoin, il y a un mouvement qui te verticalise. D'ailleurs, même quand tu fais de l'équitation, pour montrer au cheval un mouvement, tu te structures et tu te tonifies et le cheval le ressent. Et donc, il va lui-même se tonifier et il va partir un peu au galop. Ouais. D'accord ? Et pourtant, il n'y a rien qui te raccroche à lui. Hein. Ouais. D'accord ? Donc, c'est une impulsion. Donc, les gestes précèdent toujours les mots. Toujours. Ok ? Il n'y a rien de mauvais. Tu as le droit de t'énerver. C'est juste que toi, en tant que leader inspiré, négociateur inspiré, quand tu es face à ça, ça te donne de l'information. Ah, ok, il est tendu. Ok ? Je lui laisse prendre en charge ses émotions, mais ça me donne de l'information sur moi, mes émotions. Donc, je ne vais pas rentrer dans le même jeu psychologique, sinon je risque de tomber dans le triangle dramatique, le triangle de Karpman. Vous voyez où est-ce que ça va ? Ça demande quand même un certain niveau de conscience et une envie aussi, une décision de co-créer. Tu m'avais parlé de quel autre geste ? Je t'ai parlé donc des mains vers le haut, mains vers le bas. Je t'ai aussi également parlé des mains dans le dos tout à l'heure. Ah oui, les mains dans le dos. Alors pareil, t'es là, t'attends, t'es dans une queue, voilà, t'es dans une file d'attente, t'as les mains dans le dos, c'est pas grave. On va pas commencer à regarder, tiens, elle a les mains dans le dos, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle cache. Okay. Par contre, quand tu prends la parole et que tu commences ton propos avec les mains derrière le dos, ça fait un peu la posture de fusiller. Comme si tu avais quelque chose à cacher, que tu n'oses pas montrer. Alors, est-ce que c'est bien ou pas ? On s'en fout. Il n'y a pas de dualité. C'est juste que toi, en tant que négociateur et leader inspiré, ce n'est pas rentrer dans le jugement, mais c'est juste peut-être, tiens, j'ai de l'information, il y a peut-être quelque chose qu'elle n'ose pas dire. Bon, je vais essayer. Et c'est pas de la manipulation. Encore une fois, le but, c'est de créer un échange sain pour pouvoir mettre l'autre dans une posture confortable. On peut se tromper dans l'interprétation. Oui, parce que comme je disais au début de podcast, il y a plein de signaux. Il y a les mains derrière le dos, mais si derrière, elle a les mains très, les jambes qui nous montrent qu'elle est plutôt dans l'accueil, du coup, je peux remettre en question mon analyse. Oui. Il faut quand même faire preuve un peu d'intelligence aussi, d'accord ? Ou que je vois que la personne a les grands yeux ouverts et qu'elle est juste comme ça, elle a peut-être un lumbago, elle a peut-être mal au dos. Ouais, okay, donc, c'est des signaux. Le premier signal... À ne pas prendre au pied de la lettre. De manière linéaire. C'est une science, hein. Et c'est 3 ans la synergologie. Hein. C'est 3 ans, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Et alors là, on a parlé des mains derrière le dos, et le geste contraire, c'est les mains devant, tu sais, même parfois qui cachent, entre guillemets, les parties intimes, les mains jointes devant. Oui, pareillement, quand on peut... Alors, c'est une grille de lecture, encore une fois, mais quand on met les mains face, donc on le voit chez les hommes et chez les femmes. Alors, les femmes, ça va être un peu, parfois, moi, ce que j'ai pu voir dans le milieu des affaires et même dans le monde personnel, hein, d'accord, c'est que parfois, elles vont cacher aussi leur poitrine, leurs atouts féminins, voilà. Et les hommes, parfois, ils vont croiser les mains comme ça, et ils vont mettre ces mains-là au niveau de leur partie intime. Ok. Eh bien, ça va juste connoter que la personne n'est peut-être pas encore très à l'aise dans l'espace dans lequel elle est, donc elle a besoin juste de se centrer avec elle-même. Ok. Donc d'ailleurs, par l'histoire des mains, à quel moment on voit que c'est un problème? C'est dans les soirées coworking. Il y a beaucoup de gens qui disent « je ne sais pas quoi faire de mes mains ». C'est vrai ou pas? Et aujourd'hui, c'est remplacé par le téléphone ou exactement, le verre. Un verre. Le verre ou le téléphone pour occuper les mains. Mais alors imagine, essaie de demander à quelqu'un de ta famille de parler sans les mains. C'est très inconfortable. Parce que tu viens de lui mettre la conscience de ses mains. Donc il va être en mode zombie. Mais c'est pas possible parce que les mains vivent. Les mains précèdent le mot. Et dans les soirées networking, moi, pareil, j'adore ça. Donc moi, je suis avec mon sac à main. Généralement, on le laisse au vestiaire et tout. Et moi, je m'observe aussi sans. Et quand il y a un buffet, on les voit tous. Ils ont tous besoin d'avoir quelque chose dans les mains. Complètement. D'accord. Donc la petite serviette en papier, le verre, la musique. Limite, on préfère manger en même temps que de parler parce qu'on a. Mais à un moment donné, c'est compliqué quand il s'agit combler peut-être. Il y a ce côté. Oui, c'est ça. Encore une fois, c'est comme le vide, c'est comme le silence. Je viens de combler mes mains parce que, encore une fois, les mains sont le langage du cerveau. Donc si je me sens pas intéressante, eh bien je vais aller créer une relation avec le buffet, un verre, mon téléphone. Alors on les voit tous, hein, on est tous. Je suis en connexion avec autre chose. Ouais. Oui, mais quand on fait ça, on n'est plus dans la posture d'accueil. Même quand on marche dans la rue aujourd'hui, 90% des gens ont la tête baissée dans le téléphone. Oui. Et les mains occupées. Tout passe par le regard. Donc le regard, c'est l'observation, encore une fois. Il y a aussi, m'avait posé une question récemment, c'était sur le clignement des yeux. On m'a dit, est-ce qu'on peut voir si quelqu'un ment quand il cligne des yeux? En général, une personne, vraiment en général, normale, cligne des yeux 25 fois à la minute. Au-delà, ça peut nous montrer qu'elle est un peu en stress. D'accord. Quand c'est inférieur à 25 clignotements par minute, c'est parce que la personne, elle est beaucoup dans la tête. Elle essaie de... tu sais, quand tu essaies de retenir un texte par cœur, en fait, observez-vous. Il suffit juste de s'observer. Vous verrez, le mieux, c'est d'observer nos enfants petits. Parce qu'eux, ils sont encore purs. Ils sont dans les purs, ils ne sont pas encore déformés. Par nous, d'ailleurs, les adultes, et par l'éducation nationale. Excusez-moi, l'éducation nationale ne forme pas, elle déforme. Okay. Bon, bref, ça c'est... Remettez en question ce que je dis. Ok. Et bravo à toutes les initiatives alternatives comme les écoles Montessori, etc. Enfin bref, bravo à toutes ces enseignantes qui font un travail merveilleux à côté de cela et qui forment aussi à ces compétences-là. Donc pour revenir au clignement des yeux. Et le mensonge. Alors, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que j'apprends par cœur quelque chose? Parce que j'ai peur d'être qui je suis. Hein, on revient à l'épisode 1, 2, 3. Donc parfois, on le voit bien en art oratoire, quand une personne doit transmettre un discours, tu ne sais pas par quoi elle passe. Moi, je sais que quand, durant ma carrière dans le milieu des affaires, on me demandait d'apprendre par cœur des choses et d'annoncer des mauvaises nouvelles. J'étais pas à l'aise. Je peux te dire que je ne clignais pas des yeux. Et j'étais dans la répétition par cœur de ce que m'avait dit mon manager. Donc, en face, si la personne n'est pas formée, qu'est-ce qu'elle se dit? C'est une manipulatrice. Elle veut, nous faire passer la pilule avec son sourire ou ses yeux verts. Moi, j'ai eu ça, hein, d'accord? Mais en fait, je n'avais pas le choix, moi, à ce moment-là. D'accord? Et parfois, même penser que la personne, elle est froide. Parce qu'elle est juste stoïque. Et on voit d'ailleurs des politiques, des fois, sur 2 minutes de pitch, ils clignent les yeux 3 fois. Et tu sais ce que ça provoque de cligner les yeux au niveau de ton œil? Ça vient l'hydrater. Oui. Donc toujours le lien avec toujours le lien avec l'eau. Donc en fait, exactement. Il faut toujours aller avec la molécule. Plus tu viens hydrater aussi ton regard. Tu viens hydrater. Sauf que là, avec quoi tu veux que j'aille l'hydrater? Puisqu'on m'a imposé une source. Et donc tu es en tension. Oui, bien sûr. Et moi, je sais qu'il y avait beaucoup de politiques que j'ai pu accompagner qui ne voulaient pas montrer leurs mains parce qu'ils avaient peur de se trahir. Ah oui. Ils n'avaient peur de se trahir. Alors on dit que le côté gauche, c'est le côté émotionnel, et que le côté droit, c'est le côté rationnel. D'accord? Et donc, je vous invite, cher auditoire, à prendre une photo de vous
et de vous amuser à cacher le... On le fait en formation. Des exercices que tu partages voilà, en formation. de cacher le côté droit et le côté gauche, et vous verrez, en réalité, le côté gauche, on ne peut pas le cacher parce que c'est la partie émotionnelle. Et le côté droit, c'est quelque chose qu'on peut plus maîtriser. Mais encore une fois, quand vous êtes gauchier et non droitier, les choses s'inversent. Donc ça reste, et c'est ça qui est beau dans la création de Dieu, c'est que rien n'est figé, tout est évolutif. D'accord ? Mais pourquoi est-ce que je vous donne ces quelques clés-là, et je vais m'arrêter là parce qu'il y en a encore beaucoup, et l'idée c'est de ne pas compartimenter et de ne pas dire « Dawila a dit ça, donc c'est ça ». Non, c'est de vous inviter à vous observer d'abord, parce que votre langage non verbal, votre langage corporel, votre posture, vous donne de l'information d'abord sur vous-même. Donc avant d'aller regarder les autres, parce que c'est plus facile, moi je vois mes élèves, les leaders inspirés, quand ils sortent d'ici, ils sont waouh, et ils regardent le monde, ils sont en train d'analyser, je dis arrêtez, parce qu'ils voient, bon, c'est normal, ils ont développé la compétence. Je pense au début, voilà. Et puis après, et moi je leur dis juste, mais en fait, exactement, allez vous observer et observez les personnes qui vous impactent. Et vous comprendrez que dans leur gestuelle, il y a très peu de tics de langage. C'est très épuré. Et en fait, en réalité, moins il y a de tics de langage, moins il y a de gestuels. Plus on est naturel et plus on travaille sur soi, et plus les gestes sont fluides et en cohérence avec les mots. Donc c'est plutôt un appel et un retour à l'authenticité. Vous voyez, moi, je suis algérienne, je parle avec les mains, et je ne calcule pas ce que je dis. Je ne calcule pas mes gestes par rapport à ce que je dis. Mais quand j'invite, quand je dis c'est un appel, un retour, instinctivement mon corps s'ouvre. Et je dis c'est un appel, parce qu'un appel, ça reste ouvert. Si je vous aurais dit c'est un appel, là il y a une incohérence. Donc là, pour ceux qui ne voient pas, si je parle d'ouverture et qu'en même temps je ferme mes mains, il y a une incohérence entre ce que je dis et ce que je montre. D'accord ? Je me rappelle, il y a 5 ans, quand tu t'étais formé aussi en négociation, je me rappellerai toujours, donc on était sur un cas de débat et tu jouais le manager, je crois, et à un moment donné, on sollicite des revendications, je ne sais pas si tu t'en souviens, et tu dis oui avec la bouche et non avec la tête. Tu te rappelles ou pas ? Et en face, ils n'ont pas adhéré, et tu ne comprenais pas. Et je dis, donc moi je vous filme, et je te disais, regarde, ok. Et en fait, tu disais oui, non, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et tu tournais la tête comme ça. C'est vrai. Je te rappelle, ça m'avait beaucoup marqué ça. Il y a beaucoup comme ça de managers, de négociateurs, de commerciaux qui capotent une négociation comme ça. Donc le corps trahit aussi. Oui, comment dire, le non-verbal ne sait pas mentir. Il ne ment pas. Il y a beaucoup de politiques qui parlent d'ouverture, je t'assure, ils ont les mains fermées. D'accord ? Et il y a des personnes aussi qui maîtrisent la science aussi et qui sont complètement figées. Moi, une fois, j'avais parlé avec une experte en synergologie. Juste le fait d'être en face d'elle, je me suis figée. Parce qu'elle était en train de regarder mes gestes. Et je me suis dit, c'est mort. Et du coup, la communication, elle était plus du tout spontanée. Ouais, c'était biaisé. Ah ouais, donc là, j'étais comme ça. Moi qui parle avec les mains, d'un coup d'un seul, ça m'a mis mal à l'aise. Mais c'est moi qui ai projeté ça sur elle. Ça se trouve, elle, c'est comme ça. Donc je la voyais, elle grattait son nez comme ça, elle observait absolument tout. Je me suis dit, c'est mort en fait, je peux pas discuter avec elle, c'est pas possible. Faut surtout pas faire ça en date alors. Même si je pense qu'il y a des gestes qui montrent quand même par exemple, quand tu plais à quelqu'un, il y a des petits signaux que tu peux voir sur le corps. Oui, on va pas tout dévoiler. Bien sûr, mais par exemple, il y a une certaine posture, il y a le regard, il y a l'écoute, la manière dont la personne pose sa tête, une personne qui t'écoute et qui penche, j'ai du mal aujourd'hui, qui penche un peu la tête à gauche, c'est que ce que tu lui dis a du poids. D'accord. Donc, moi, j'aime beaucoup, quand je prends la parole, j'observe un peu mon public. Non pas que je cherche son approbation, mais je sais que récemment, quand on a fait le théâtre La Bruyère, avec les enfants, donc la pièce de théâtre, j'ai regardé le public, ils étaient tous comme ça. Je dis, c'est bon. C'est un bon indicateur. Ouais, donc c'est bon, j'ai senti qu'ils étaient touchés parce qu'ils étaient en train de vivre avec le public composé d'enfants. Donc ce sont des micro-expressions. Et moi, par exemple, pour avoir évolué dans le milieu bancaire, ce sont des profils très cérébraux. D'accord ? Donc il n'y a pas d'intuition. Mais je me souviens que quand on échangeait en plein déjeuner et qu'on se disait, est-ce que tu le sens ou tu le sens pas ? Et des personnes qui disent, non, je le sens pas. J'ai dit, mais pourquoi ?
il n'y avait aucune raison valable. Donc, il se cachait derrière des arguments quand il a dit ça, qu'elle a dit ça. Puis il y avait d'autres personnes qui étaient un peu plus intuitives comme moi ou mon autre collaborateur. Et on disait, non, mais regarde la manière de respirer, ou sa manière, sa voix, elle était un peu rauque, elle avait une voix glaçante, etc. Ouais, les expressions de visage. Exactement. Mais en réalité, même la plus cérébrale, qui n'a pas vu, qui n'arrive pas à verbaliser ce qu'elle a ressenti, c'est purement cérébral. En final, vous étiez alignés, sauf Elle a quand même ressenti. Ouais. Parce que l'inconscient l'a vu. Ça nous dépasse. L'inconscient l'a vu. Ouais. Et c'est même pas une microseconde, hein, c'est 1/25e de seconde, hein, le micro-mouvement avec le visage. Et parfois, c'est pareil. Il y a des personnes qui vendent la même compétence, qui vont parfois retranscrire le même script, mais on va être un peu plus, attiré par l'autre, même si les diplômes sont équivalents ou l'expertise est la même. Ça te parle, tu m'en avais déjà parlé une fois. Ouais. Voilà. Il y a des personnes qui sont formées, par exemple, chez moi, qui copie-collent ce que je fais. Et voilà, et tu dis, non, mais ça se voit, c'est pas incarné. Ouais. Ok, il y a peut-être des personnes qui ne le verront pas. Le message est le même, c'est-à-dire ils reprennent un peu les drivers que tu parles, tes codes, entre guillemets. Oui. Mais, c'est ok, c'est ok. Mais quand on le visionne, mince, ça manque de... Tu sens, mais ça, il n'y a que toi. Et ça, c'est l'inconscient. Ouais. C'est des micro-expressions qui peuvent connoter parfois quelque chose qui manque, tout simplement. Il n'y a rien de bien ou de mauvais. C'est pas je suis meilleur que d'autres. C'est juste que parfois, on peut ressentir, non, là, je ne le sens pas. On le voit dans le chant, tu sais, quand des personnes interprètent des musiques déjà existantes, c'est ce qui ressort. Non, là, j'ai pas été touchée. Parce que la personne, elle focalise sur sa voix, sur sortir la note parfaite, mais elle n'incarne pas les paroles. Et alors, du coup, on vibre pas de la même manière. Ça, tu l'as déjà ressenti. Hein. Bien évidemment. De toute façon, le corps réagit. Il y a certaines voix qui ont des octaves différents, qui sont vraiment incarnées, qui sont dans ce qu'ils disent. Il y a des paroles qui sont vécues. Et il y aura un épisode sur la vibration et la tonalité vocale. Hein. Et donc, on le sent très profondément. Il y a les poils qui vont s'hérisser. Ouais, c'est on va trembler. Ça nous dépasse. Ouais. Puis moi, je sais qu'il y a des personnes, leur voix, elles ont un impact direct sur moi. Les voix peuvent être... De fréquence complètement, ça va résonner. Mais bon, on en parlera dans un prochain épisode. Je voudrais, alors sauf si tu voulais ajouter quelque chose sur le sujet, je voudrais qu'on revienne juste sur ce que tu disais en début d'épisode par rapport au harcèlement, parce que je pense que ce sera malheureusement toujours d'actualité, que ce soit dans le travail, mais aussi dans les écoles, sur les signaux que tu pourrais partager, que ce soit auprès des enseignants qui nous écoutent, ou même des managers qui peuvent être... qui peuvent pressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas autour de la table, sans y mettre des mots, comme tu partageais l'expérience de ta collaboratrice qui ne savait pas décrypter les mimiques. Quels sont les signaux sur lesquels il faudrait prêter attention face à un silence ou face à certaines expressions qui retranscriraient du harcèlement? Pour revenir au harcèlement scolaire, il y a un fléau. Hein. On est dans une actualité assez difficile, des enfants se suicident. Bon, je ne vais pas faire de la prévention, mais vraiment avoir un téléphone portable entre 10 et 15 ans, pour moi, c'est très dangereux pour un enfant. Un smartphone, surtout. Oui, bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, un enfant n'acceptera pas un autre téléphone qu'un smartphone. Là, récemment, j'étais à la réunion parents-élèves de l'une de mes filles, et il y a vraiment eu une prévention. Et ils expliquaient que les téléphones sont interdits, mais pourtant, tout le monde a un téléphone. D'accord ? Ils sont interdits, s'ils sortent de la poche, ils sont confisqués, et que 90% de leurs préoccupations, tu sais ce que c'était ? Le harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est quand même indépendant de la structure dans laquelle les enfants évoluent. Ouais. Mais les CPE et les professeurs doivent gérer ça, alors que l'espace dans lequel ils évoluent est censé être un espace d'enseignement, d'apprentissage. Complètement. 90% de leurs préoccupations. Moi, ça m'a choqué. Je dis 90% de leurs préoccupations. Seulement, voilà, les enseignants ne sont pas formés. Donc, ils n'arrivent pas à détecter les profils qui intimident silencieusement avec leur corps d'autres élèves. Donc il faut aussi apprendre à l'enfant à se défendre avec le langage non verbal. Moi, c'est ce que j'apprends à mes enfants. Bien sûr, une certaine posture va sécréter certaines hormones, va émettre certaines vibrations, qui fait que celui qui veut t'intimider ne viendra pas t'intimider. Si tu arrives à l'école dans une posture enfrognée, la tête baissée, constamment en train de te ronger les ongles, ne pas oser se connecter à l'autre, s'il y a une personne qui veut t'intimider, parce que les enfants sont sympas mais ne sont pas sympas non plus, hein, d'accord, on a les deux typologies, hein, d'accord, je fais court, le bourreau ressent sa victime, ressent sa proie, même dans le milieu policier, d'accord, il y a des
il y a beaucoup de synergologues dans le milieu policier. C'est pas une science qui est validée par le tribunal, d'accord? C'est pas un détecteur de mensonges, mais quand toi tu es dedans, moi pour avoir, j'ai intervenu un peu dans le milieu carcéral, quand tu vois quelqu'un qui parle et qui commence à avaler 3000 fois sa salive, bon 3000 fois j'exagère, 3 fois, qui cligne des yeux rapidement, qu'il est en stress, qui à un moment donné ne cligne plus des yeux, donc là tu sais qu'il est en train de rester quelque chose, enfin tu sens qu'il y a un désalignement, et qu'à un moment donné il relâche ses épaules, donc là tu sais qu'il est en capacité de te dévoiler des choses, c'est là où il faut poser les questions. Tu vois? Donc c'est quand même des éléments super importants pour décrypter, lire s'il y a un danger ou pas, s'il y a vérité ou pas. Ça nous donne de l'information. Donc les enfants aujourd'hui, plus que jamais, moi je pense qu'il faudrait les former au langage non verbal pour se protéger contre des signes d'intimidation silencieux. Parce que les intimidations corporelles sont silencieuses, on ne les voit pas. D'accord? Mais quand je te pousse et que je te regarde avec un regard où je prends tout de suite de l'ascendant sur toi face à une enfant qui a tendance à ne pas avoir confiance en elle, ça peut agir sur elle et ça peut créer des dégâts. Parce que la deuxième étape après l'intimidation silencieuse, c'est le harcèlement oral et ensuite le harcèlement physique. Et c'est comme ça. Et malheureusement, nos enseignants, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ils viennent essayer de réparer une fois qu'on arrive à la troisième étape, quand il y a le harcèlement physique. Tu vois? Donc il faudrait sensibiliser les enfants, oui, les parents, oui, mais également les enseignants. Tout le système éducatif. Ouais. Ça commence. D'ailleurs, à tous les enfants qui m'entendent, à tous les parents, parce que moi, c'est ce que j'enseigne à mes filles. J'ai une de mes filles qui a failli vivre un harcèlement. T'imagines, moi, avec mon caractère, comment c'était dur, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? Donc, elle a quand même subi un début. J'ai repris sa posture. J'ai dit, c'est parti, on y va. Et en quelques semaines, ça s'est résorbé. Les personnes, on a fait réunion avec les parents. C'est un sujet très sérieux, très sérieux. Et elle me disait, elle me faisait peur. Comment elle te faisait peur, ma fille? Elle me faisait peur, elle me faisait, et là, tu vois, je bafouille. Elle me faisait peur parce que, dans sa manière d'être, j'étais intimidée. Je dis, ok, montre-moi comment elle se comportait avec toi. Et donc, la personne en face, je suis pas là pour juger l'enfant a peut-être vécu lui-même un harcèlement. Parce que les harceleurs sont des anciens harcelés. D'accord? Il faut savoir que les bourreaux sont des anciennes victimes. Et oui, il y a tout un processus. Il y a un réseau neuronal, etc. Qui se passe. Et donc, je lui dis, écoute, entre dans cette posture-là. Et comment tu te sens? Donc, même si vous n'avez pas confiance en vous, même s'il y a une maman qui m'écoute, un parent, un père ou un enfant qui ressent de l'intimidation par rapport à une posture corporelle donc, silencieuse, d'accord, non verbalisée, adoptez la même. Il y a un dicton qui dit « You fake it until you think it ». Donc, rentrez dans une posture de powerful parce que les muscles de votre corps envoient de l'information à votre cerveau. Et quand vous êtes régulièrement, donc là, pour ceux qui ne me voient pas, j'ai les deux mains au niveau des hanches, je me redresse et j'ai la posture de Alif, vous allez voir que vous allez envoyer un message à votre cerveau qui vous dit « Tu es fort ». Et ça envoie aussi une information à l'extérieur. Et donc, vous serez moins influencé par les comportements intimidants, silencieux. Donc, entraînez-vous, même si vous n'y croyez pas, vous inquiétez pas, à un moment donné, votre cerveau va reprendre confiance. Voilà ce que je voulais dire sur le côté harcèlement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la totalité merci, de la question. Pour moi, c'est un message essentiel d'utilité même publique. C'est important de sensibiliser là-dessus et d'être à l'écoute et vraiment dans l'observation aussi de nos enfants. Très, très important. Ouais. Parce que n'oublions pas que nos enfants nous modélisent. Et quand ils nous voient mentir, parce qu'on ment tous, faut arrêter. Quand je n'exprime pas ce que je ressens, je mens. Le mensonge n'est pas celui que l'on pense. Et généralement, ce que l'on cherche chez l'autre, ce que l'on voit chez l'autre, c'est ce qu'on recherche en nous. Encore une fois, on revient à la dimension fondamentale en art oratoire qui est que l'autre est une ressource. Toujours. Et j'ai vraiment foi en l'humanité pour me dire, en tout cas, sinon je ne ferais pas ce métier-là, qu'en chaque être humain, il y a une part de bonté qui est en capacité de co-créer. Il suffit juste de nous le regarder. Car quand on regarde l'autre avec bienveillance, il y a de fortes probabilités pour qu'il devienne bienveillant. Voilà, ma chère Sophia. Merci pour ces mots. Merci pour ces partages authentiques au risque de déplaire, Dawila. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous savez désormais comment votre corps peut devenir votre meilleur atout pour communiquer efficacement. Et n'oubliez pas, c'est l'alliance entre vos mots et votre corps
qui vous permettra de marquer les esprits. À très vite. À très vite, je vous dis à la semaine prochaine. Sortez de votre souffrance et mobilisez votre corps. Remettez en question tout ce que j'ai pu vous dire. Je vous confie à Dieu, dans le dépôt confie ne se perd jamais. À la semaine prochaine. Salam!